Cette semaine, beaucoup d'actualités et aussi beaucoup de drama. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, pas mal d'actus qui sont intéressantes d'après moi, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Comme d'habitude, il y aura dans la description donc en temps épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actualités car l'objectif est d'en débattre. Je fais pas juste un listing bête et méchant de l'actu, je donne mon avis, je lis vos commentaires, j'ai envie d'avoir le vôtre aussi. Surtout cette semaine sur plein de sujets qui je pense vont diviser. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne de une, mais c'est aussi un service utile. Premièrement, ça va doubler votre catalogue streaming, mais parfois vous cherchez un film dans la barre de recherche Google et vous tapez où regarder et des sites vont vous dire dans quel pays ce film est disponible. Puis vous changez de pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, la Belgique, peu importe, vous allez même avoir la VESTFR et la VEF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix vous avez Godzilla Minus One en version normale et noir et blanc, faut que je regarde la version noir et blanc d'ailleurs, et vous avez aussi la sous-côté série Scavengers Reign. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau Planète des Singes, vous avez Immaculée qui arrive aussi, et sur Max, c'est la fête, et n'oubliez pas, Max est inclus dans votre abonnement canal. Vous avez Iron Claw, trop sous-côté, Godzilla X Kong le nouveau, et vous avez déjà Furiosa en 4K, comme Dune 2, évidemment. Pour ceux qui regardent beaucoup de YouTube, comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de pub vidéo en mode podcast est possible de les télécharger. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne, parce que c'est beaucoup plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, c'est moins cher. Vous pouvez aller au-delà de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué, même si c'est encore moins cher. Vous serez en bien plus en sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et vous pouvez même l'utiliser très aisément. Vraiment, tout le monde peut y avoir accès, ça se fait en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à SaborgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec The High Table qui sera une série dans l'univers de John Wick après les événements de John Wick 4 et cette fois-ci, contrairement aux autres séries que les créateurs de John Wick, dont Chad Stahelski, le réalisateur, elles seront vraiment faites par les gens qui aiment John Wick. Les autres séries ont été faites un peu à l'arrache. D'ailleurs, il y a d'autres séries qui sont prévues qui sont faites à l'arrache, mais celle-ci sera faite par Chad Stahelski qui va réaliser au moins un épisode. Keanu Reeves sera producteur et ce sera l'histoire de John Wick, sans John Wick évidemment, après les événements du 4. Donc vu que c'est l'équipe de John Wick, pour une fois, j'y crois. Parce qu'ils avaient beaucoup râlé sur les autres œuvres John Wick qui étaient faites pour l'argent plus qu'autre chose. Il y a eu des rumeurs concernant David Lynch en disant qu'il était malade, qu'il ne pouvait plus réaliser parce qu'il était bloqué chez lui et David Lynch a répondu, il a dit en effet, je suis malade, j'ai une maladie à cause du fait que j'ai fumé toute ma vie, mais je ne prendrai jamais ma retraite. C'est ce qu'il a dit. En gros, il préfère mourir que prendre sa retraite. Il a pas dit s'il travaille sur de nouveaux projets ou quoi, mais en tout cas, il ne s'arrête pas là. Ben Affleck va jouer Hulk Hogan, ce qui est quand même très étrange et particulier, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sera la réunion avec lui et Gus Van Sant, qui avait réalisé Good Will Hunting, et encore plus rigolo, Gus Van Sant travaille sur un autre film avec Matt Damon. Donc c'est vraiment une réunion de Good Will Hunting. On verra ce que vont donner ces films. J'aime bien certains films du réalisateur, même si c'est pas toujours réussi pour moi. Le film qui sort en septembre, Wolves, aura déjà le droit à une suite. Visiblement, Sony sont très contents du premier film. Tout le monde sera de retour, que ce soit les acteurs, l'équipe technique et tout, visiblement pour cette suite. Et c'est particulier déjà de prévoir une suite alors que le film est même pas sorti. On sait pas si ce sera un succès ou pas, mais voilà, une suite est prévue. À voir ce que ça va donner en fonction du film. Et si on parle de Wolf, Monsieur Wolf en français, c'est le titre VEF, je crois, sortira en avril 2025. Pas un grand fan du premier film, mais encore une fois, bénéfice du doute. Crawl 2 d'Alexandre Aja est officiellement prévu, avec Alexandre Aja qui sera de retour, et cette fois-ci, ça se passera à New York. Ça peut être aussi intéressant. The Smashing Machine, le film avec Dwayne The Rock Johnson, qui est censé être son grand rôle, vraiment le rôle de sa carrière, rôle sérieux, dramatique, a fini son tournage. Normalement, le film devrait ou sortir en fin d'année, ou l'année prochaine. Ça dépend vraiment des ambitions du film. Pour moi, c'est vraiment l'occasion parfaite pour The Rock pour se prouver en tant qu'acteur, parce que pour l'instant, il n'a pas réussi. Je vais enchaîner maintenant les deux grosses histoires de la semaine. La première, c'est Joaquin Phoenix qui, en vrai, dégoûte par le choix qu'il a fait récemment. En gros, je vais vous la faire simple. Il prévoyait un film qu'il a coécrit avec Todd Haynes. Todd Haynes, le réalisateur, vous connaissez. Donc c'est Joaquin Phoenix qui voulait faire ce film. C'est une histoire de deux amoureux dans les années 1930 qui quittent la Californie pour finir au Mexique. Deux hommes qui sont amoureux. C'était censé être un film tellement sexuel que ça allait même pas être le R rated aux États-Unis, ça allait être du NC-17. C'est interdit au moins de 17 ans. C'est quasiment la note la plus élevée que vous pouvez avoir en termes de violence ou sexe ou des choses comme ça. C'était censé être vraiment très sexuel et sensuel. Tout était prêt, les décors, l'équipe technique était sur place, vraiment tout allait commencer, le tournage était à 2 doigts de se lancer. À 5 jours de celui-ci, Joaquin Phoenix quitte le tournage. Il a décidé de partir et de ne pas faire le film, apparemment car il s'est dégonflé. Il n'était pas prêt pour le film, on ne sait pas vraiment pourquoi en détail, mais il s'est dégonflé du film, ce qui est particulier parce que c'est lui qui l'a prévu, c'est lui qui l'a mis en place, c'est lui qui a contacté le réalisateur, il voulait vraiment faire ce film, mais il s'est dégonflé. Donc, qu'est-ce qui se passe?
passe? Il a laissé dans la merde le réalisateur qui pourra pas faire le projet et du coup il va bosser sur une mini-série qu'il avait prévu de faire après. Là, il va se focus sur ça en priorité. Mais bon, le réal, mondialement connu, pas de souci. Mais l'équipe de tournage, c'est des gens normaux, de la vie de tous les jours. C'est pas des célébrités, c'est pas des gens qui ont de l'argent. C'est souvent des gens très précaires d'ailleurs. Eux sont foutus. Pas de travail, ils seront pas payés. Pourtant, ils ont prévu leur calendrier autour et tout. Il a clairement abandonné tous les gens qui allaient bosser sur le film. Les distributeurs qui ont déjà acheté les droits de vente dans plein de pays différents pour aider à la production et distribuer ce film, eux sont foutus aussi parce qu'ils ont déjà payé et le film ne se fera jamais. Pourtant, il a été prévendu, ce qui est un vrai souci. Donc l'équipe est dans la merde, les distributeurs sont dans la merde et encore une fois, sur ce genre de film, les distributeurs ont pas un pognon illimité. C'est pas la Warner ou Disney, hein. On parle de petits distributeurs en général. Vous vous dites, bah alors pourquoi pas remplacer Joaquin Phoenix? En fait, les distributeurs ont acheté le film parce que c'est Joaquin Phoenix. C'est lui l'argument de vente principal du film, c'est cet acteur-là. C'est son projet et tout. C'est lui qui vendait le film. Il est oscarisé et tout, ça vend un film, ce genre de truc, vraiment. Mais là, vu qu'il est parti, quasiment impossible de trouver un autre acteur de la trempe de Joaquin Phoenix pour vendre ce film. Et vu que le film a été vendu sur cet argument-là, comment faire? Eh bien, le film ne se fera pas. Tournage terminé, distributeur dans la merde, l'équipe dans la merde. Alors que Joaquin Phoenix était sur place. Il était prêt à débuter le tournage, vraiment, mais il s'est barré. À moins qu'il y ait une raison vraiment logique, importante, privée, je sais pas quoi. Si c'est pas le cas, si c'est juste dégonflé, je trouve que c'est honteux. C'est irrespectueux, ce n'est pas normal de faire ça, c'est pas du tout professionnel, et tu mets des gens qui ont besoin d'argent dans la merde. Et je trouve ça dégueulasse. Surtout lorsque tu sais à quel point c'est dur de faire un film et à quel point c'est dur d'organiser des gens pour faire un film, là c'est vraiment honteux. On va attendre plus d'informations, mais si c'est juste ça, moi je suis très déçu de Joaquin Phoenix, pour pas dire que je trouve ça dégoûtant de sa part, vraiment. Mais on va voir comment cette histoire va évoluer, mais le film est mort et enterré normalement, ce qui est quand même très particulier. Et un autre drama, c'est le drama du film It Ends With Us, qui sort cette semaine. C'est un film qui est avec Blake Lively, c'est elle la star du film, qui est déjà sorti aux États-Unis d'ailleurs et qui démarre plutôt bien. C'est un film qui est réalisé par Justin Baldoni, qui est un acteur, scénariste, mais voilà, c'est lui qui réalise le film. Et il y a un truc que les gens ont remarqué qui est assez étrange, c'est que les deux, Blake Lively, les acteurs, l'équipe du film, et Justin Baldoni ne font jamais la promo ensemble. Ils sont jamais ensemble au tapis rouge, ils font rien ensemble. Ils sont séparés. Et tu te dis, bah bizarre, pourquoi est-ce que le réalisateur et toute son équipe ne sont pas ensemble dans la promo? Normalement, c'est ce qui se fait. Et bien, visiblement, il y a eu une énorme discorde lors du tournage, parce que ça datait d'un livre de Colin Hoover, et Justin Baldoni avait une vision pour, Blake Lively, elle, avait une vision différente. C'est là qu'elle a réécrit le scénario avec Ryan Reynolds, qui a aidé à la réécriture, et les deux visions ne matchaient pas. Les scènes qu'ils voulaient n'ont pas été tournées, en post-prod, le montage qui a été voulu par le réalisateur n'a pas été respecté. Apparemment, c'est Blake Lively, on n'a pas encore 100% confirmation sur ça, et même Ryan Reynolds qui a aidé, qui avait le dernier mot sur le film, ce qui n'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche, les réalisateurs. Du coup, visiblement, il y a grosse embrouille. On sait pas si c'est fait pour le drama, le marketing, je sais pas quoi, mais voilà, grosse embrouille entre les deux. Là, Justin a récemment dit qu'il ne ferait pas de suite, il n'a pas envie de la réaliser, et il a proposé que quelqu'un comme Blake réalise, et il a clairement le seum. On sait pas en détail ce qui s'est passé, mais la théorie principale, c'est ça. Elle s'est imposée sur le tournage, elle a voulu faire le film à sa sauce, Justin n'a pas aimé, ils n'avaient pas la même vision, et du coup ils sortent ce film, qui déjà est un petit succès, dans ce drama, et on sait pas pourquoi. Je dis pas que Blake est la méchante dans l'histoire ou quoi, parce que peut-être c'est Justin le méchant, ou entre guillemets le méchant, c'est peut-être moins manichéen que ça, mais visiblement Ryan Reynolds a aussi fait pression, parce que sa voix compte aussi à Hollywood, donc forcément il allait soutenir sa femme et tout. C'est très étrange, très bizarre. Est-ce que ça aide que ce drama se fasse pour le marketing du film? Sûrement, mais c'est toujours très spécial lorsque ce genre de situation se passe. Si on parle un peu de box-office et de Ryan Reynolds, évidemment Deadpool et Wolverine a déjà dépassé le milliard au box-office. Il va bientôt devenir le film R-rated qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire. Il va peut-être arrêter sa carrière aux alentours de 1,3, 1,4 milliards, ce qui est vraiment surprenant pour le coup, c'est beaucoup je trouve. Je m'attendais pas à ce que le film marche aussi bien. Borderlands pour le coup, dont j'ai fait la critique aussi, a fait un score catastrophique, 15 millions au box-office international pour un budget de 115 millions, c'est immense. C'est un énorme échec, faut dire les choses, hein. Et tant mieux, parce que c'est vraiment de la merde. Et de l'autre côté, Trap, dont j'ai aussi fait une critique, commence avec 45 millions sur un budget de 35 millions, ce qui est une bonne chose, parce que le film mérite son succès. Quelques dates de sortie concernant des séries Apple. Shrinking saison 2, vraiment série de sitcom trop chouette, trop cool, le 16 octobre pour la saison 2. Et la série Disclaimer, que j'ai vraiment trop hâte de voir, ça sera le 11 octobre. Chez Apple, on va bien manger en octobre, donc je suis content. Côté de Disney, pour reparler un petit peu de Deadpool et Wolverine, il y a plusieurs choses, il y a plein de caméos qui ont été refusés. Nicolas Cage n'a pas voulu revenir, ce qui est assez drôle de la part de Nicolas Cage vu les films qu'il a fait dans sa carrière. Robert Downey Jr. a failli être dans le film, mais au final ça a été refusé. Il y a plein d'acteurs qui ont failli être dans le film, qui ont refusé. Rien de choquant en soi,
moi, rien de surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'encore Hugh Jackman continue le fameux mensonge des 6000 calories par jour pendant 6 mois pour se remettre en forme alors qu'il a dit qu'il n'a pas fait de sport avant et qu'il était plus du tout dans le mood de faire de la musculation. Il se remet au sport en 6 mois, 6000 calories par jour en mangeant du poulet, du riz, des brocolis, évidemment sans stéroïdes. À 55 ans, personne n'y croit. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce mensonge. J'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs à un moment. Arrêtez de dire que c'est faisable. Déjà, vous êtes des célébrités avec toute une équipe derrière pour que vous soyez en forme, mais surtout, disons les choses. À cet âge-là, ressembler à ça, ce n'est pas facile et c'est pas du tout faisable en 6 mois. Même s'il y avait des restes ou je sais pas quoi, je pense que ça donne vraiment une mauvaise image de ce qui est réalisable et possible. Et assume que tu prends des stéroïdes. C'est pas grave, on s'en fout, t'es pas un compétiteur professionnel, dis-le. Je pense pas que ça va motiver des gens à en prendre aussi. Je pense que c'est l'inverse. Les gens vont se dire putain, j'arrive pas à être comme lui. Moi, contrairement à lui, il faut que je me dope pour en arriver là. Enfin bref, c'est un long sujet, je vais pas en reparler ici, mais ça m'énerve lorsque les acteurs te disent 6000 calories par jour quoi. À 55 ans, 6000, c'est gigantesque. Même des bodybuilders beaucoup plus lourds, beaucoup plus jeunes ne mangent pas autant. Avatar 3 a le droit à un nom, voilà, c'est officiel, il s'appellera Fire and Ash, donc de feu et de cendre. J'aime beaucoup le titre, j'aime beaucoup le design très métallique si vous regardez bien, j'aime beaucoup les concept art qui ont été montrés, on voit des navis de l'enfer, hein, disons les choses, qui portent les queues de cheval des autres navis comme trophée, qui ont un design plus reptilien, des griffes, ils sont un peu plus rouges et gris, ça a l'air trop bien, vraiment, on va s'éclater devant, voir des vrais navis méchants pour la première fois. Le design est magnifique, que ce soit les différentes créatures qu'on a vues, mais aussi le peuple du ciel, qui sera attaché à des sortes de méduses volantes et un village dans le ciel, des nomades. Ça va être tellement bien. En plus, Cameron, il a dit, ce n'est pas le film que vous voulez, mais c'est le film dont vous avez besoin. C'est ce que tous les artistes devraient dire tout le temps, en fait. Surtout les artistes de gros blockbusters, de grosses licences. On va se régaler, ça a l'air trop bien, alors qu'on a vu que des concept art, ça va être mortel, il va rappeler au monde entier à quel point c'est lui le boss. C'est pour décembre 2025, je pense que ça va être hors du commun. Lilo et Stitch, qui a le droit à son premier design, ça sortira du coup à l'été 2025, ils l'ont décalé, normalement il devait sortir cette année. Ouais, le design est cool, on y croit, pourquoi pas. Les Indestructibles 3 ont été officiellement annoncés, pourquoi pas. La Reine des Neiges 3, allez, pourquoi pas. Toy Story 5, ils ont dit que ça serait un film par rapport aux jouets et à la technologie. Ça me saoule déjà. Et en fait, plein de suites ont été annoncées, plein de bandes annonces et tout. Et moi, ça m'énerve parce qu'on a compris que là, Disney Pixar, ils vont faire que des suites. Ils ont annoncé 6 suites et 2 nouveaux projets. Les 2 nouveaux projets sont Elio et Hoppers, qui ont l'air mignons, tu vois. Mais bon, c'est que des suites. C'est dommage parce que c'est que ce qui marche et ils vont jamais tenter des idées originales maintenant ou quasiment pas. Si c'est 25% d'idées originales, je trouve ça vraiment dommage parce que t'habitues ton public de une à regarder que des suites. Alors que Disney s'est bâti sur un héritage de films originaux. Alors oui, c'est adapté de contes et tout, mais voilà, ils créent de nouveaux mondes à chaque fois. Et la manière dont ils ont cassé ce moule avec le Covid, Disney Plus et tout, ils ont arrêté de mettre du marketing et tout dans des projets originaux. Moi, ça m'attriste un petit peu, c'est un peu dommage. Et voir que des suites constamment, surtout chez Disney, Pixar, on est un peu habitué, ils ont toujours fait ça, mais je trouve ça un peu déprimant. Pixar, ils ont annoncé par contre leur première série Disney Plus qui s'appelle Win or Lose. Ça sera une série en 6 épisodes et c'est pas des courts-métrages, c'est une vraie série de 6 épisodes, ça sort en décembre. Pourquoi pas, ça peut être mignon, c'est leur première vraie série, donc en tout cas on regardera. La bande-annonce de Mufasa a été diffusée. Bon, le film, je crois pas du tout, je trouve qu'il est moche, je trouve qu'il y a rien d'intéressant visuellement. J'aime pas le fait que Scar est au final le vrai héritier du trône. Et au final, c'est Mufasa qui devient roi. Je trouve ça bizarre, on verra dans le film. Ça me donne pas spécialement envie pour le coup, mais bon, ça sort cette année, on verra bien. Vaiana 2 a montré sa bande-annonce, ça a l'air pas mal, honnêtement. Rien d'impressionnant, rien de génialissime, c'est joli et tout. L'histoire a l'air mignonne. Pourquoi pas, ça sort en novembre. Bande-annonce aussi de Blanche-Neige. Alors, là, il y a 2 choses assez rigolotes. C'est qu'on sait à quel point Rachel Zegler est pro-Palestine, pro-Gaza, et Gal Gadot, c'est l'inverse. Elle a fait la IDF, elle est très sioniste, et du coup, les deux vont devoir faire du marketing durant des mois, qui va être assez rigolo à voir, et j'ai hâte de voir les montages et les interviews, je pense qu'on va bien se marrer. Mais surtout, si on parle de la bande-annonce en soi, c'est hideux. Disons les choses, tout est faux, tout est saturé à donf, le film est hideux. Il n'y a rien à dire, c'est l'une des choses les plus moches que j'ai vues en bande-annonce cette année, c'est dégueulasse. Et surtout, regardez les nains. Pourquoi est-ce que c'est des nains en CGI et pas des vrais acteurs? Vous vous rappelez que lorsque Peter Dinklage avait dit à l'époque, ouais, il faudrait bien arrêter de donner des rôles de nains à des personnes de petite taille, le mec, il a pris l'échelle qu'il a fait grimper dans sa carrière en jouant un nain, et ensuite il pousse l'échelle, il veut pas que les autres personnes de petite taille jouent des nains. Et je comprends ce qu'il veut dire, il a raison, ce serait bien que des personnes de petite taille aient des vrais rôles, je suis d'accord. Mais en soi, là, c'est un rôle qui est fait pour des nains. Genre, c'est littéralement fait pour ça. Donc là, en gros, au lieu d'avoir 7 acteurs qui auraient pu percer en jouant des nains, t'as des effets spéciaux dégueulasses, avec des nains moches, qui ressemblent vraiment à des créatures plus qu'à des vrais nains photoréalistes. Donc l'équipe d'effets spéciaux est encore plus dans la merde, et aucun acteur ne perce. Disney, ils sont trop dans le politiquement correct à faire attention à toutes les polémiques de merde, quand ils auraient pu embaucher des vraies personnes de petite taille pour faire un vrai film.
Là, c'est ridicule. Même s'ils sont en motion capture, le fait de pas voir leur visage, ça va jamais les faire percer. Et c'est trop dommage, il y avait quelque chose à faire. Clairement, de ce point de vue-là, c'est décevant. Il y a eu pas mal d'annonces en termes d'animation, surtout chez Marvel. La série Spider-Man, qui était censée être les origines de Spider-Man, ça sera un gros bordel, ce sera un conte de multivers, il y aura plein de méchants, antagonistes et tout. C'est pas du tout la série petite Spider-Man au collège, lycée, peu importe. Non, ça sera un truc gigantesque, énorme. À voir, ça va donner quoi, mais je m'attendais à un truc un peu plus intime. Non, ça sera vraiment apparemment assez costaud. La série Marvel Zombies sera en effet visiblement violente en 4 épisodes. Pourquoi pas, si c'est 4 épisodes assez rapides, ça peut être fun. De même pour Eyes on Wakanda, qui racontera l'histoire du Wakanda en 4 épisodes. Pourquoi pas, un peu de world building, de lore, ça peut être sympa aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas un style d'animation précis. C'est-à-dire qu'ils vont faire n'importe quel style d'animation en fonction des projets, et ça c'est une bonne chose. C'est bien de pas avoir un seul style, c'est bien de varier, ça c'est cool. Percy Jackson sortira bel et bien l'année prochaine. C'est cool qu'ils respectent un calendrier d'une saison par an, ça c'est vraiment bien. Après, si elle sort l'année prochaine en décembre, non. Mais si elle sort l'année prochaine en début d'année prochaine, ça va. Il y a déjà un teaser et tout, donc je pense que ça va arriver relativement vite. La première bande-annonce de Skeleton Crew, la série Star Wars, a été annoncée, ça sort en décembre, ça aussi. Et écoutez, il y a un délire très Amblin, très Goonies, très Spielbergien au truc. C'est pas ce que je voulais voir de Star Wars, c'est pas ce qui m'intéresse, mais pourquoi pas. Je reste toujours ouvert d'esprit, je me dis que ça peut être sympathique, même si c'est plus orienté pour les enfants. Il y a l'air d'avoir de l'aventure, il y a l'air d'avoir des choses plutôt mignonnes. Pourquoi pas au final? Si c'est bien, ça s'arrête là en fait. C'est pas ce que moi je voulais voir dans Star Wars, d'accord, mais si c'est bien, why not? Beaucoup de personnes l'ont dit, ça sera très compliqué de passer pour le film Tron derrière Daft Punk, mais ils ont trouvé un groupe qui pourrait potentiellement pas forcément être meilleur parce que c'est compliqué, mais c'est Nine Inch Nails qui va faire la musique. Et en vrai, passer de Daft Punk à Nine Inch Nails, c'est bien en fait, c'est très très bien même. C'est le premier truc qui me donne vraiment envie depuis l'annonce de ce film. Quelques news Netflix rapidement avec Rebel Ridge, le nouveau film d'action de Jérémy Saulnier, ce qui est particulier parce que Jérémy Saulnier c'est surtout un mec qui fait de l'horreur. J'aime beaucoup Jérémy Saulnier, la bande-annonce de Rebel Ridge a l'air bien, ça sort le 6 septembre. J'ai regardé, j'en ferai même une critique je pense, parce que ça m'a grave donné envie. Un mec ultra baraque qui se fait discriminer parce qu'il est noir, qui va taper des flics corrompus en mode ACAB, on va s'éclater quoi, disons les choses. En plus, à tous les coups, les flics sont corrompus et racistes, ça va être un défouloir assez fun. Il y a eu plein de séries Netflix qui ont été leakées, dont Arcane et les 5 premiers épisodes, et moi je comprends pas. Pourquoi vous leakez des séries qui sortent bientôt? Leakez des trucs qui n'existent plus. Rappelez-vous, je crois que c'est sur Netflix, une série Alien vs Predator devait sortir en mode animé. Mais sortez ça, leakez ça. Leakez les trucs que les entreprises ont mis dans un coffre-fort pour un crédit d'impôt. Leakez ces trucs-là qui sont coincés par une volonté financière d'avoir moins d'impôts. Leakez ça. Arcane, ça sort dans 3 mois. Pourquoi vous leakez ça? On s'en branle. Au moins, leakez des trucs qu'on n'aura jamais. Des trucs qu'on n'aura jamais qui sont prêts. Parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi. On en parle dans quelques secondes. Les premières images de One Piece Remake ont été révélées. Ça a l'air assez joli. Et honnêtement, moi, je vous l'ai dit, hein, je vais jamais commencer la série One Piece. Mais là, avec le remake qui arrive, je vais m'y mettre. Moi, ça me chauffe. Parce que tout le monde en parle comme la série incroyable, trop bien. Moi, le remake, je suis chaud. Genre, le remake, il est fait pour des gens comme moi, qui ont jamais commencé, qui ont pas envie de commencer. Là, c'est parfait. Donc, en vrai, je suis content et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On parlait du film de Brad Bird, évidemment, tout à l'heure, Les Indestructibles. Mais il travaille sur un autre projet chez Netflix d'animation qui sortira en 2026, qui s'appelle Reagan, qui a coûté 150 millions, donc pour un film d'animation Netflix, c'est beaucoup. Et Brad Bird, c'est un peu le boss, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Umbrella Academy, dont j'ai fait ma critique aussi cette semaine, devait à la base avoir 7 saisons, au lieu des 4 ici, et on l'a compris. On l'a compris dès la deuxième, qui a dû décevoir en termes d'audience. Ils ont dit, ok, moins de budget, moins de qualité, et ils ont sorti la saison 3 et 4, qui sont catastrophiques. C'est du foutage de gueule, croyez-moi. Quelques news Warner avec House of Dragon qui a été tout simplement renouvelé pour une 4e saison, qui sera la dernière. Et là, je comprends déjà la frustration que les gens vont avoir. 2 saisons pour finir l'intrigue du bouquin, c'est pas possible. Ils vont devoir sauter beaucoup de batailles, sauter beaucoup d'intrigues, c'est juste pas possible. Elle sortira en 2028, la saison 4, mais vu qu'ils n'ont pas avancé du tout dans l'histoire dans la saison 2, ils ont sûrement surcorrigé le problème qu'il y avait avec Game of Thrones saison 8, et vu qu'ils avaient peur de pas prendre leur temps, et vu que la Warner a coupé la saison 2 en 8 épisodes au lieu de 10, parce que la saison 2 devait se finir avec la bataille du début de la saison 3, du coup, pour faire des économies, vu que l'histoire n'a pas du tout avancé, 2 saisons pour finir, ce n'est pas assez. Ça sera rushé, ça sera peut-être pas décevant, je n'en sais rien, mais ça va aller vite et les gens vont être énervés, croyez-moi. Tout ça pour économiser le côté logistique et économique de la bataille, parce que la saison 2 devait en effet avoir 2 épisodes de plus. Juste un petit rappel concernant les séries Game of Thrones qui vont sortir bientôt. Il y a une série sur Aegon's Conquest qui va sortir en live action. Il y a les 10 000 navires ou vaisseaux, je sais pas comment vous l'appelez, qui va sortir aussi en live. 4 séries d'animation, et en vrai j'ai hâte de voir des séries d'animation Game of Thrones, ça me chauffe vraiment. Et surtout aussi A Night of the Seven Kingdoms, Dunk and Egg,
Egg qui a eu le droit à un mini teaser de quelques images, un peu grises d'après moi. C'est dommage que Game of Thrones soit pas un peu moins gris parce qu'il y a de beaux endroits et j'aime pas trop le filtre gris qu'ils ont mis à ça. La colorimétrie est pas incroyable, même s'il y aura de belles séquences, j'imagine. Mais c'est bien parce que je pense que c'est une bonne direction. Une histoire moins chère, plus intime, pas de bataille, juste 6 épisodes en 3 saisons, c'est ce qui est prévu. 2 personnages qui interagissent, un voyage et tout, ça peut être hyper intéressant, hyper bien. Moins politique, même s'il y en aura un petit peu. Ouais, ça me chauffe carrément. J'espère que la colorimétrie sera un peu plus vive, mais ça a l'air bien. Mais si on parle de colorimétrie, pourquoi est-ce que The White Lotus saison 3 est jaune alors que ça se passe en Thaïlande? Expliquez-moi pourquoi, je ne comprends pas. D'ailleurs, il y a aussi eu quelques images de The Last of Us saison 2 qui ont été montrées, et oui, bah pour le coup, là, maintenant, je pense que The Last of Us, c'est une série plus importante pour HBO que même Game of Thrones, et ils vont vraiment jouer à fond dessus, et ça a l'air vachement bien. Et si on parle de choses horribles de la part de la Warner, c'est Genndy Tartakovsky, qui est l'un des animateurs les plus connus de ces 20 dernières années. Il a fait plein de projets que vous aimez, je vous laisse regarder, mais son prochain film ne sortira pas. Il est fini, il est prêt, Warner a dit non, et ils ont revendu les droits à Sony, et Sony est en train de chercher un distributeur pour diffuser son film. La Warner fait ça constamment. Ils finissent des projets et ils disent non, on va pas les sortir. Pour le crédit d'impôt, pour payer moins en marketing et tout. On parle quand même de l'un des animateurs les plus connus et les plus influents de ces dernières années. Ce n'est pas personne, Genndy Tartakovsky. Et même lui se fait pas respecter. Et si on parle de manque de respect, Cate Blanchett a récemment dit qu'elle était à peine payée pour le Seigneur des Anneaux, voire pas du tout, elle était payée qu'en sandwich. Et en vrai, beaucoup étaient choqués. Bah, faut savoir deux choses. Premièrement, Cate Blanchett, à l'époque, était moins connue, de une. Elle avait pas un rôle majeur. En vrai, on la voit à peine dans la trilogie. Mais surtout, quand vous savez qu'Orlando Bloom, qui a percé aussi avec ce film, a été payé 175 000 $ pour les 3 films. Vous enlevez un tiers pour les impôts, un tiers pour son agent et toutes les personnes qui l'aident. Il lui reste un tiers de ça. Pour 3 films sur plusieurs années de travail, qu'il a occupé quasiment pendant 3 ans. Rendez-vous compte que les acteurs de Seigneur des Anneaux n'ont pas bien été payés. Tellement que, rappelez-vous, les créateurs, les scénaristes et beaucoup d'acteurs ont dû porter plainte contre la Warner pour qu'ils soient payés. Parce que la Warner, vu le succès colossal de la saga, n'a pas payé les acteurs, les créateurs, scénaristes et tout, en fonction du box-office. Ce qui est contractuel, mais il y a ce délire de comptabilité à Hollywood qui fait que même si le film est un énorme succès, ils vont essayer de vous embrouiller et vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas payé parce que le film n'a pas rapporté d'argent, alors que le film a fait 1 milliard, tu sais. Donc en vrai, ce que Cate Blanchett dit me choque pas. C'est pas bien, mais ça me choque pas. Il faut que vous arrêtiez de penser que les acteurs sont bien payés, vraiment. Mis à part quelques rares exceptions, la majorité, surtout lorsqu'ils débutent, sont payés que dalle. Et si on parle de choses qui sont mal payées, mal évaluées, c'est la Warner qui était mal évaluée de 9 milliards. Et vu qu'ils étaient mal évalués de 9 milliards, ce qui est beaucoup, le cours en bourse s'est cassé la gueule et la Warner en ce moment galère. Genre vraiment, quand je dis qu'elle galère, c'est qu'elle galère financièrement. Le studio est réellement en danger. Ce n'est pas une blague. Et pour finir avec un petit peu de jeux vidéo, plusieurs choses. Doug Cockle, le gars qui a fait la voix de Geralt durant la trilogie, a dit qu'il sera de retour dans le 4, donc il va jouer Geralt, mais ça sera pas le personnage principal. Et en vrai, c'est une bonne chose. Moi, que Geralt soit présent, cool. Qu'une approche différente à The Witcher soit faite, très bien aussi. Je crois à fond en ce projet. Valve travaille visiblement sur un nouveau jeu, mais on sait pas ce que c'est. J'ai hâte de voir des nouveaux jeux de Valve, parce que Valve, je les aime et ils ont que des bangers à leur actif. On oublie d'autres artefacts, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Les sorties de la semaine, Alien Romulus qui est en train de me tuer, non pas parce que j'ai pas vu le film et j'ai le seum alors que tout le monde l'a déjà vu, mais surtout que ma vidéo sur Alien est tellement longue que je suis en train de faire un véritable burn-out et j'ai prévu une semaine de vacances tout de même au mois d'août parce que j'ai pas vraiment pris de vacances cette année pour l'instant, pas beaucoup en tout cas, et la vidéo est tellement longue que c'est l'équivalent de faire genre 12 vidéos mais en beaucoup moins de temps. Elle va durer je pense 2 heures la vidéo. Ça va être n'importe quoi, mais je la sortirai quitte à sortir moins de vidéos par la suite. Mais Alien Romulus, trop hâte, on en parlera évidemment. It Ends With Us sort aussi cette semaine et surtout City of Darkness que j'ai trop hâte de voir, mais je sais pas si j'aurai le temps à cause de la vidéo Alien. Voilà, je m'arrête là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'un compte avec épinglé afin de débloquer toute plateforme de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03 € par mois à plus de 4 mois gratuits. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.